Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la fin assez spectaculaire de Saddam Hussein. Après l'invasion américaine de 2003, son régime s'effondre et lui, il disparaît des radars. Oui, c'est ça. Un personnage qui a dominé l'Irak pendant des décennies et qui soudain se volatilise. Exactement. Alors, on va se pencher sur ces derniers mois. La traque, cette capture incroyable, la détention, le procès et l'exécution, qui a fait couler beaucoup d'encre. On va essayer d'éclaircir tout ça en se basant sur les récits de l'époque. Notre but, c'est de revenir sur les faits marquants, quoi. Comprendre ce moment clé de l'histoire récente. Tout à fait. Alors, après la chute de Bagdad en avril 2003, il commence une cavale. 8 mois quand même. Oui, moi. Il se cachait où, principalement? Près de Tikrit, sa région d'origine. Il changeait de planque tout le temps apparemment, pour échapper à une traque énorme. Une traque massive, oui. La CIA, l'armée américaine, mais aussi, et c'est important, des informateurs irakiens. Absolument essentiel, ça. Et tout ça mène à l'opération Red Dawn, le 13 décembre 2003, près d'un petit village à Daour. Et c'est là qu'il le prouve, dans le fameux trou d'araignée. C'était quoi exactement? Faut imaginer un truc très simple, hein. Une cage souterraine, genre 2 mètres de profondeur, à peine la place pour un homme, recouvert de terre, de briques. Incroyable. L'ancien dictateur terré là-dedans. Il avait des armes sur lui, non? Un pistolet, de l'argent. Oui, un pistolet, 2 AK-47 pas loin, et une mallette avec 750 000 dollars. Énorme. Et pourtant, aucune résistance. Il se rend sans combattre. Comment on explique ça? Les récits des soldats disent qu'il avait l'air épuisé, peut-être juste fini. Il aurait juste dit « Je suis Saddam Hussein, président de l'Irak, je veux négocier ». Pas de barreau d'honneur. C'est Ouais. frappant. Ensuite, direction Camp Cropper, prison américaine près de Bagdad. Le détenu de grande valeur numéro 1. Exactement. Conditions très strictes, hein. Petite cellule, lumière allumée en permanence, surveillance constante, très isolé. Il faisait quoi de ses journées? 1 heure de sortie par jour, c'est tout. Il lisait, surtout le Coran, et écrivait des lettres. À ses filles notamment. Et les interrogatoires? Il parlait? Oui, il a été interrogé longuement par le FBI, par exemple, décrit comme calme, intelligent même, mais niant toute culpabilité. Pour lui, il était toujours le président légitime. Il n'a jamais craqué, en somme? Puis vient le procès, remise légale à l'Irak en juin 2004, début du procès en octobre 2005, au tribunal spécial irakien. C'est ça. L'accusation principale, c'était le massacre de Doujaï en 1982. Pourquoi Doujaï spécifiquement? Il y avait tellement d'autres crimes. Ben Doujaï, c'était sans doute le dossier le mieux ficelé à ce moment-là. Il y avait des preuves écrites, des décrets signés par lui. Après une tentative d'assassinat contre lui là-bas, c'est ça? Exactement. La répression a été terrible. 148 hommes et garçons tués ou disparus, torture. C'était un cas de crime contre l'humanité bien documenté, plus simple à juger rapidement que, disons, Anfal contre les Kurdes. Et pendant le procès, il n'est pas resté silencieux, plutôt combatif, non? Ah oui, très. Il contestait la légitimité du tribunal, le traité de tribunal de l'occupation. Il se posait en défenseur de l'Irak, interrompait les juges. Mais les preuves étaient là? Des témoignages des survivants? Oui, les preuves documentaires aussi. Le verdict tombe en novembre 2006. Coupable, condamné à mort par pendaison. L'appel est rejeté très vite, fin décembre, et l'exécution a lieu dans la foulée, juste avant l'Eid. Pourquoi si vite? Plusieurs raisons possibles. Le gouvernement irakien, dominé par ses anciens ennemis, voulait sans doute tourner la page, affirmer son autorité. Et éviter des troubles peut-être. Probablement aussi. Mais cette précipitation a été très critiquée. Ça a donné une impression de justice expéditive, voire de vengeance. Ces dernières heures, on dit qu'il était calme. Prière, Coran, lettres. Oui, il aurait demandé à être enterré près de ses fils. Puis, dans la nuit du 29 au 30 décembre, il est remis aux Irakiens. Direction le lieu d'exécution, Akadimia, un quartier chiite de Bagdad. C'est ça. Détail marquant, il refuse la cagoule, il monte seul à la potence. Et là, ça dérape un peu. Des témoins l'insultent, crient le nom de Moqtada al-Sadr, Où une ambiance très tendue, très sectaire, il les réprimande, commence à réciter la profession de foi musulmane, la Shahada. et la trappe s'ouvre. Oui. Peu après 6 heures du matin. Mort instantanée apparemment. Oui, rupture des cervicales, c'est ce qui a été dit. La fin d'un règne sanglant. Mais pas la fin des controverses. Une vidéo de l'exécution fuite. Ah oui, la vidéo amateur, on entend les insultes, on voit le chaos, ça a choqué le monde entier. Même ceux qui haïssaient Saddam, l'ONU, les ONG,
tout le monde a critiqué ce manque de dignité. Exactement. Ça renforçait l'image d'une justice un peu bancale, influencée par l'occupation et les désirs de vengeance. Les réactions étaient très divisées, hein. Soulagement pour les victimes, mais malaise sur la méthode. Et surtout, le point essentiel, cette fin n'a pas apporté la paix. Loin de là. C'est le moins qu'on puisse dire. La chute de Saddam et surtout la manière dont l'après a été géré ou pas géré a plongé l'Irak dans un chaos sectaire encore pire. Le vide laissé par le démantèlement de l'État baasiste. A été rempli par les extrémistes, Al-Qaïda en Irak d'abord, qui a prospéré sur ce chaos et le ressentiment sunnite, et puis plus tard Daesh, l'État islamique. Donc la fin de Saddam a paradoxalement ouvert un nouveau chapitre de violence terrible pour l'Irak. Absolument. Du trou d'araignée à la potence, c'est la fin d'un dictateur responsable d'immenses souffrances, mais une fin exécutée d'une façon qui a, disons, aggravé l'instabilité. Ce qui laisse une question en suspens pour finir. Est-ce que la manière dont on met fin à un régime autoritaire est aussi cruciale pour l'avenir que le régime lui-même? C'est une question profonde et qui dépasse largement le seul cas de l'Irak, effectivement. Ça donne à réfléchir.